Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour ce webinaire. Bonjour Laura. Bonjour Charlie, bonjour à toutes et à tous. Allez, je vous propose qu'on démarre pour essayer de respecter le timing aussi pour toutes les personnes qui sont ponctuelles et merci de l'être. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà peut-être de vous présenter ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de personal branding. Donc déjà, on va définir ce que c'est que le personal branding, puisque voilà, je pense qu'on a tous un peu nos définitions et donc ça va être important de se redire ce que c'est vraiment, ce que couvre le personal branding. On va essayer de vous donner voilà, des astuces qui sont vraiment actionnables, donc et des choses à éviter. Donc ça va être la deuxième partie. Ensuite, on va avoir l'intervention de Laura qui va nous expliquer comment elle a mis justement le personal branding à son service, ce qu'elle a pu en faire, ce qu'elle a pu en retirer. Et puis voilà, on aura une petite partie évidemment pour les questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions. La façon dont ça se passe, c'est que vous pouvez soit les poser dans le chat, mais encore mieux, vous pouvez les poser dans la partie questions, ce qui nous permet tout de suite de voir les questions et du coup d'y répondre au fur et à mesure. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. On aura aussi des petits sondages, donc on vous fera participer pour voir, avoir aussi vos retours et que ce soit le plus dynamique possible. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on commence par se présenter. Donc moi, je suis Charles Gaillard, je suis le fondateur de Bigger. Bigger, c'est un service de mise en relation entre des entreprises et des talents salariés ou indépendants, surtout indépendants. Donc on travaille beaucoup avec des freelances. Avant ça, j'ai eu un parcours un petit peu varié. J'ai fait du salariat, j'ai fait du freelancing moi aussi. J'ai été solopreneur. J'ai emmené assez loin ma boîte grâce notamment aussi au personal branding, donc on pourra en reparler. Et puis donc en 2021, j'ai lancé Bigger justement, notamment dans cette volonté de pouvoir mieux accompagner les freelances, puisque je sais que lorsqu'on est freelance, c'est difficile de trouver des missions et surtout d'évoluer dans ses compétences. C'est parfois facile de retrouver des missions pour faire la même chose chez différents clients, mais pour pouvoir évoluer dans ses compétences et augmenter son périmètre, c'est pas toujours simple. Et donc nous, on est aussi là pour ça. Voilà pour la petite présentation me concernant. Peut-être que je te laisse la parole, Laura, pour que tu nous expliques un petit peu aussi qui tu es, ce que tu as fait. Merci beaucoup Charlie. Donc moi je suis Laura Bokobza, je me définis comme aujourd'hui sparring partner de dirigeants, donc coach business pour prendre un nom un peu plus connu, mais je préfère le terme sparring partner pour bien montrer que je suis sur le terrain aux côtés des dirigeants que j'accompagne. J'ai plus de 25 ans d'expérience, dont 5 ans en soloprenariat. Je ne suis pas encore à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc peut-être que je te titillerai tout à l'heure sur comment tu as fait en personal branding pour arriver à ça. Mais j'en suis déjà en 5 ans à plus de 40 entrepreneurs accompagnés, donc plutôt des dirigeants de scale-up et de PME. Top. Et je pense que tu as plein de choses à nous expliquer. J'ai vraiment hâte d'avoir tes lumières parce que je pense que voilà, on va apporter des choses complémentaires dans ce webinaire, donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Pour démarrer, on voulait justement vous faire un petit peu participer. Et avant de définir précisément ce qu'est le personal branding, on voulait vous demander quelles actions vous déployez déjà pour mettre en lumière votre activité. Donc, il y a différentes options. Donc, mettez celle qui vous paraît la plus adaptée à votre situation. Est-ce que vous communiquez sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous mettez en avant les recommandations et avis clients? Est-ce que vous inscrivez sur des plateformes professionnelles? Alors, ce n'est pas un questionnaire achat multiple, il va falloir que vous choisissiez le levier sur lequel vous investissez le plus. Et peut-être que Laura, je ne sais pas si tu veux commenter dans la partie sondage, tu as les résultats. Donc, les gens sont en train de voter. Bon, il y a visiblement pas mal de personnes qui sont plutôt sur la partie réseaux sociaux. Alors, sur les résultats, oui, c'est beaucoup les réseaux sociaux, effectivement, et pas mal quand même les plateformes professionnelles. Je suis assez étonnée par le petit chiffre qu'obtiennent les recommandations et les avis des clients. Ah, c'est en train de monter Ça quand même. remonte, ça remonte. Voilà, c'est en train de remonter parce que c'est vraiment un des éléments le plus important, ce qu'on appelle la preuve sociale. C'est quelque chose qui va rassurer, qui va permettre de démontrer l'expertise et qui va aussi inciter le bouche à oreille parce que demander une recommandation à un client et savoir demander une recommandation à un client, qu'il l'écrive ou qu'il la fasse à l'oral avec ses pairs qui pourraient aussi avoir besoin de vos services, c'est quand même pour moi un élément de personal branding, on va dire, plus dark social, en fait, à aussi activer et auquel les freelances ne pensent pas suffisamment. Ils pensent beaucoup à ce qui est visible, ils pensent beaucoup à ce qu'eux, ils émettent, donc les inscriptions sur les plateformes professionnelles et les communications réseaux sociaux. Mais en fait, c'est quand les autres parlent de nous que c'est le plus efficace. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est vraiment un axe important. Et justement, on va voir un petit peu ce que couvre le personal branding, parce qu'effectivement, dans la tête de beaucoup, personal branding, c'est réseaux sociaux et c'est même LinkedIn. On va voir que c'est pas du tout que LinkedIn. Le personal branding, c'est beaucoup plus large que ça. Et donc, on voulait commencer par vous
proposer une définition pour, qu'est-ce que le personal branding? Alors définition qui sera peut-être pas universelle et puis, bah, Laura évidemment, complète ou corrige si tu as envie de rajouter, certaines choses. Mais en gros, le personal branding, c'est en fait un moyen, de mettre en valeur votre activité en soulignant, votre expertise, votre personnalité, vos expériences. Alors ça, c'est dans le cas où on est effectivement, freelance ou solopreneur, mais en réalité, le personal branding, on peut le rendre beaucoup plus large. Ça va dépendre des objectifs qu'on a en fonction de la typologie, de personnes qu'on est et de ce qu'on veut mettre en avant. Donc ça peut aussi s'appliquer à des salariés, qui ont envie de prendre la parole sur certains sujets, de devenir une référence, par exemple, sur certains sujets. Ça peut être, pour des, chefs d'entreprise. Bah, vraiment tout le monde peut, travailler son personal branding et travailler donc son image, sa «marque» entre guillemets, qui est reliée à sa personne. L'idée, c'est quoi? C'est de se démarquer de la concurrence, donc c'est de vraiment pouvoir créer, bah, justement une image, de créer des réflexes aussi dans la tête des personnes avec lesquelles vous communiquez, donc dans votre communauté en quelque sorte, de vous positionner en tant qu'expert, c'est très important. Tout l'objectif du personal branding, c'est quand même de gagner en légitimité, en crédibilité sur des sujets que vous maîtrisez, et de partager votre savoir, donc de donner du fond, ce qui vous permet justement de vous positionner de cette façon-là. Et puis, bah, de façon ultime, même si ça ne peut pas être l'objectif premier, et je pense que Laura t'en reparlera, c'est évidemment de faire venir quand même les prospects à vous. Et donc tout ce travail doit vous aider à vous positionner mieux en tant que freelance, en tant qu'indépendant, et positionner mieux vos expertises et votre activité. Tu veux rajouter quelque chose, Laura? Est-ce que tu es alignée avec cette définition? Je suis plutôt alignée avec cette définition. Un des participants appelle ça plutôt le professional branding parce que c'est vrai que quand on dit personal branding et marque personnelle, on a un peu peur de devoir trop se dévoiler. Donc, il n'y a rien d'impudique au personal branding. Il est vraiment autour de l'expertise et à ne pas confondre avec le personal branding qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux parfois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après toute la difficulté, c'est aussi de savoir où on met, bah, la limite. C'est-à-dire que, par exemple, certains chefs d'entreprise aiment, montrer un petit peu une forme de vulnérabilité que peut-être dans un exercice autre, ils peuvent pas toujours, partager. Donc en fait, c'est vrai que la frontière entre vie pro, vie perso, on l'a vu, elle est quand même assez ténue maintenant. Mais tout à fait, en fait, en fonction des objectifs qu'on a, on va pas mettre en place les mêmes leviers d'action et les mêmes discours, bien sûr. Donc les bénéfices, on a commencé à en parler. Évidemment, le premier, c'est renforcer la crédibilité, construire une légitimité, notamment autour, d'une expertise. Le deuxième bénéfice un peu immédiat, c'est que ça va vous permettre évidemment de développer et fidéliser votre réseau professionnel. Encore une fois, on va voir quel que soit le média, et donc c'est encore une fois pas que LinkedIn, mais ça peut être une newsletter, ça peut être un blog, ça peut être, il y a plein de médias ou de médiums différents sur lesquels vous pouvez communiquer. Mais en tout cas, ça va vous permettre des prises de contact. Et si vous avez du contenu qualitatif, vous aurez des retours, de lecteurs, qui vont, ou de participants par exemple à des conférences que vous donnerez, et qui seront intéressés. Donc ça va vous permettre de tisser des liens au fur et à mesure voilà, de vos prises de parole ou de vos écrits. Ça permet évidemment de créer des opportunités, directement ou indirectement liées aussi aux justement rencontres que vous allez faire grâce au personal branding, et donc de façon ultime quand même de valoriser, de pérenniser votre activité, puisque là encore, je pense que Laura, tu as pas mal d'exemples à nous donner, de prises de contact qui se sont pas immédiatement matérialisées. C'est souvent comme ça d'ailleurs, par, des contrats concrets voilà, sonnant et trébuchant, mais par contre qui permettent de créer un lien un peu durable, et les personnes du coup se souviennent de vous, on crée des automatismes, et le jour où elles ont un besoin, comme vous êtes bien identifié comme expert justement de la thématique, en question, elles vont avoir le réflexe de vous appeler. Et donc c'est un peu ça qu'on cherche à faire aussi avec le personal branding. Au-delà de renforcer sa crédibilité, c'est de créer un petit peu ces automatismes, et ces réflexes aussi, au sein de notre communauté. Alors comment construire son personal branding? Il y a plein de façons de faire, mais nous avec Laura, on pense qu'il y a, plusieurs étapes, on va dire, dans le personal branding. Bon, le premier qui est un peu évident, c'est vrai que quand on est freelance, c'est assez important d'être sur des plateformes, spécialisées en lien avec son expertise. Donc ça peut être réseaux sociaux type LinkedIn, ça peut être évidemment, des outils tels que Bigger ou d'autres, mais c'est important d'être visible, sur ces plateformes-là pour que quand les personnes vous cherchent, elles vous trouvent. Parce qu'il y a aussi ce côté-là où, parfois, on va avoir des personnes qui vont vouloir en savoir plus sur vous, et c'est important d'être du coup visible sur ces plateformes qui sont, devenues, quand même, assez importantes. La deuxième partie, ça va être de communiquer sur les réseaux sociaux. Alors là encore, en fonction de votre activité, de la type de clientèle que vous visez, si vous êtes en B2B, ça peut peut-être être plutôt LinkedIn. Si vous êtes en B2C, finalement, ce sera peut-être plutôt Facebook. En tout cas, de choisir les réseaux sociaux sur lesquels vous voulez être présent, et de créer du contenu de façon régulière. La régularité, on en reparlera, c'est vraiment quelque chose de très, très important.
Si c'est pour le faire de façon complètement décousue, vous allez avoir du mal à créer justement ces automatismes et ces réflexes et vous allez tirer assez peu, de bénéfices, de mettre en place cette stratégie de personal branding. Créer un site web professionnel, donc là, on est un peu sur l'étape 3. On l'a fait du plus simple au plus compliqué, entre guillemets. Donc voilà, créer un site vitrine, maintenant, c'est quand même relativement simple. Il y a des outils qui permettent de le faire de façon facile et de la même façon, ça va vous crédibiliser, ça vous permet d'utiliser votre nom, d'être trouvé facilement, et d'être bien référencé aussi. Donc ça, c'est assez important, et donc du coup, indirectement, de promouvoir, bien sûr, votre activité, vos services. Et puis ensuite, voilà, ça c'est le «graal» entre guillemets, mettre en place des actions, de communication. Donc là, ça va être vraiment d'avoir une stratégie avec différents leviers. Donc, il va falloir choisir les leviers qui fonctionnent pour vous et puis probablement vous allez tester, apprendre, puisque ça dépend beaucoup justement du type d'expertise, du type de personnes avec lesquelles vous voulez rentrer en contact, du type d'expertise que vous souhaitez, apporter. Mais on a, là aussi plein de leviers qui peuvent être mis en place, des newsletters, des emailing, des webinars. On peut mettre en place des blogs, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de sujets et je pense que Laura en fera aussi l'illustration parce que Laura, tu fais pas mal de choses, sur plein voilà, de leviers différents et donc ça va être intéressant de voir aussi comment tu les as choisis, ce qui fonctionne bien, ce qui peut-être a moins bien fonctionné pour toi et comment tu es arrivé à cette stratégie. Donc voilà, donc c'est un peu une proposition en entonnoir du plus simple au plus complexe, en sachant que l'idée, c'est de s'y mettre, hein, comme toujours, l'action entraîne l'action et donc l'idée, c'est de commencer à s'y mettre progressivement, d'y aller à votre rythme, mais par contre, effectivement, lorsque vous engagez dans une de ces étapes, c'est d'être régulier et de le faire, un peu à fond. Donc ça, c'est les 4 leviers principaux. Ce qu'on avait envie aussi de partager avec vous, c'est, bah, quelques tips actionnables, des astuces, des choses à faire qu'on vous recommande et au contraire, peut-être des choses à éviter, puisqu'il y a quand même quelques pièges dans cette stratégie-là. Dans les bonnes pratiques, ben, on a commencé à en parler, mais ça, c'est vraiment important. Obtenir des recommandations clients, ça, c'est vraiment un levier majeur. Donc là, c'est plus vous qui parlez, mais comme tu le disais, Laura, c'est vraiment cette preuve sociale de quelqu'un qui va venir appuyer votre expertise. Ce sera toujours plus puissant quand quelqu'un d'autre parlera de vous que quand c'est vous qui parlez de vous-même, puisque évidemment, si vous parlez de vous-même et de votre expertise, on peut se dire que vous êtes dans une démarche, commerciale, assumée ou pas, mais en tout cas, si quelqu'un d'autre va venir appuyer votre expertise, évidemment, vous allez en ressortir grandi et beaucoup plus crédible. Directement lié à cette partie-là, il y a faire appel à son réseau. Quelque chose qu'on ne fait pas forcément, souvent beaucoup en France. On hésite souvent à solliciter les gens, mais dites-vous qu'en fait, quand vous sollicitez quelqu'un, 9 fois sur 10, la personne va être contente de vous rendre service. C'est rendre service, c'est prouvé dans toutes les études scientifiques, ça nous apporte du bonheur à nous, parce qu'on sait qu'on a de l'impact pour l'autre. Et donc il faut utiliser ce levier-là à fond, à fond, à fond la caisse parce que justement, ça va faire plaisir à l'autre, ça va renforcer cette relation à l'autre et puis évidemment, l'idée, c'est que ce soit, bilatéral et que vous puissiez, aussi rendre des services quand on vous le demande. Mais ça, c'est vraiment important parce que ça va permettre aussi de renforcer vos relations avec cette personne et encore une fois, d'avoir d'autres personnes qui vont parler de vous et c'est assez important. Troisième possibilité, ou en tout cas bonne pratique, c'est de devenir un leader d'opinion. Alors leader d'opinion, c'est peut-être extrême comme appellation, mais l'idée, en tout cas, c'est de devenir une référence, dans son domaine, dans son secteur, et donc de se positionner fortement sur certains sujets clés. N'essayez peut-être pas à tout prix d'aborder tous les sujets, possibles et imaginables. L'idée, ça va être plutôt de se dire: «OK, sur ces sujets-là, j'ai des choses à dire, j'ai du fond, et donc je peux devenir, entre guillemets, «leader d'opinion» sur ces sujets-là, en tout cas très expert». Et puis, bah, le dernier sujet, c'est de se faire accompagner, c'est-à-dire qu'à certains moments, on a besoin d'un coup de main, pour justement aller plus loin dans cette stratégie de personal branding, pour pouvoir connecter avec certaines personnes. Donc n'hésitez pas, c'est vrai que quand on est freelance, on a tendance à vouloir toujours tout faire tout seul, mais cette stratégie-là, elle peut avoir des limites et parfois il faut savoir aussi se dire: «OK, ça me prend du temps, comment je peux, essayer de faire en sorte de déléguer une partie ou en tout cas, d'être soulagé, de certaines tâches qui peuvent être récurrentes». Donc ça, c'est 4 bonnes pratiques qu'on retrouve qui sont quand même assez importantes pour démarrer, cette stratégie de personal branding. Et puis dans les choses à les actions à entreprendre pour, démarrer assez vite, là aussi on en a listé 4. Bon, le premier c'est d'élaborer une stratégie. Alors votre stratégie évidemment, elle va être évolutive, hein. C'est pas, la grande stratégie qu'on déploie et puis, on n'y revient pas pendant 6 mois. Il va falloir tester des choses, donc il faut pas avoir peur, faut, bah, tester des sujets, tester là aussi des leviers, voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne pas. Le faire au bon moment. C'est-à-dire que si une fois ça n'a pas fonctionné, encore une fois, il y a ce mécanisme de régularité qui est important, et donc il faut parfois tester et insister un petit peu pour que ça fonctionne. Il faut donc maintenir un rythme régulier, ça j'en ai déjà parlé et j'insiste beaucoup sur ce point-là, mais c'est vraiment extrêmement important. Beaucoup de gens s'essayent au personal branding à un moment donné
en faisant des posts ou en commençant des articles, et cetera, et ne s'y tiennent pas sur la durée, et du coup se retrouvent à se dire: «Bah, j'ai pas les résultats escomptés, ça n'a pas vraiment marché». Le secret, c'est vraiment la régularité. Il faut être régulier, il faut avoir du fond. C'est vraiment les 2 sujets qui vont vous permettre, bah, voilà, de développer cette communauté autour de votre expertise. Faire une veille, ça semble logique, mais si vous prenez la parole sur les sujets, ben, c'est important que vous fassiez votre propre veille, que vous restiez pertinent sur vos sujets, que vous vous renseigniez et que vous voyez aussi un petit peu ce que font les autres. Ça, c'est important. Et puis, bah, rester authentique. Je parlais tout à l'heure de la vulnérabilité du dirigeant ou en tout cas voilà, de cette nécessité de parler vrai et de surtout pas être dans un discours commercial froid. C'est pas l'idée. L'idée, c'est d'être dans le partage d'expérience, d'être dans le partage de fonds, et donc de vraiment donner quelque chose. Il faut faire un cadeau aux autres pour que ça fonctionne vraiment, je pense. Il y a quand même quelques pièges qu'il faut éviter. Le premier, c'est de manquer de cohérence. On parlait d'une stratégie tout à l'heure. C'est important que vous soyez cohérent dans vos différentes prises de parole, quelles qu'elles soient, encore une fois, orales, écrites, quel que soit le média. Mais c'est très important que vous soyez cohérent et que vous ne vous contredisiez pas vous-même. Donc, vous pouvez changer d'avis sur certains sujets, ça demande à être expliqué, évidemment, on est tous dans une évolution perpétuelle. Par contre, vous ne pouvez pas être incohérent. Donc, c'est assez important de s'assurer de cette cohérence-là, et notamment dans les phases de transition, pour être sûr que voilà, vous soyez audible, que ce soit compréhensible, et que vous restiez justement bien légitime. Le deuxième piège, c'est de véhiculer des messages négatifs. On peut toujours ne pas être d'accord avec certaines choses ou vouloir taper sur un grand concept ou voilà, que sais-je. Mais vous gagnerez toujours beaucoup plus à véhiculer du positif, de l'énergie, de l'envie, parce que vous avez suscité beaucoup d'émotions positives dans votre audience, plutôt que de parler de choses négatives. Donc, à chaque fois, quand vous avez le choix, plutôt que d'aborder un angle négatif, abordez-le de l'autre côté, du côté positif de ce que vous proposez, des solutions et pas des problèmes, parce que ça fonctionne beaucoup mieux. Le troisième, c'est de ne pas bien définir sa cible. Là encore, c'est un petit peu comme les messages, c'est si vous avez une cible qui est très, très large, vous aurez du mal à sortir du lot parce que vous allez vouloir vous adresser à tous. Or, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Donc, c'est important qu'une fois que vous avez défini vos sujets d'intérêt sur lesquels vous pouvez être légitime, vous puissiez aussi bah voilà, bien sélectionner l'audience à laquelle vous voulez partager cette expertise-là, ces expertises, parce que ça va vous permettre aussi de moduler la façon dont vous allez aborder et les angles justement que vous allez choisir. Et puis bah, le dernier, qui pourrait être en réalité le premier, hein, des gros pièges qu'il peut y avoir, c'est de communiquer uniquement sur son offre. Faire du personal branding, c'est pas être dans un exercice de vente permanent, c'est encore une fois faire un cadeau, c'est-à-dire avoir du fond. Et sur ce fond-là, des personnes vont potentiellement venir vous solliciter, mais c'est surtout pas de faire la promotion de votre service et de votre expertise en continu, ou en tout cas de le faire de façon très subtile. Voilà pour les pièges. Tu vois des choses à ajouter, Laura, ou des choses sur lesquelles tu voudrais, toi, réagir ou insister? Je pense que je vais en reparler lorsque je vais parler de mon cas personnel, mais je pense que quand on parle de cohérence, il faut aussi non seulement être cohérent dans sa communication, mais aussi être cohérent avec vous-même et être aligné. Ça, c'est hyper important. Donc, si l'algo dit il faut mettre des selfies, mais que vous n'êtes pas à l'aise avec des selfies, n'en mettez pas. Enfin, il y a un moment donné, on n'est pas non plus taillable et corvéable à merci. Et il vaut mieux rester, ça va avec rester authentique, hein, mais il faut surtout être cohérent avec soi-même. Bah, c'est le meilleur moyen, en tout cas, de ne pas se tromper sur ce sujet de cohérence, effectivement. Exactement. Ouais, c'est clair. Bah, du coup, l'idée, c'est justement que je te laisse la parole, Laura, que tu nous expliques un peu ce que toi, tu as mis en place pour justement travailler ton personal branding, les différents leviers, ce que tu en retires, peut-être les écueils que tu as vécus et que tu puisses nous expliquer un petit peu tout ça. Je pense que tu as plein de choses à nous apprendre là-dessus. Merci beaucoup de l'opportunité déjà. Donc, pour me présenter un peu plus précisément et que vous compreniez ce que je fais et dont les trois quarts de mes activités sont des opportunités qui ont été générées par ma marque personnelle et non pas du tout parce que j'ai été les chercher. Donc moi, quand je me suis lancée en indépendante, je me suis installée donc en tant que sparring partner de dirigeant. Et c'était pour moi la seule activité que j'allais pratiquer. J'ai été sollicitée par des grands cabinets pour faire de la sous-traitance pour eux sur certaines de mes expertises. J'ai été sollicitée par un grand compte qui n'est pas du tout dans ma cible classique de sparring partner pour devenir conférencière. Grâce à ma newsletter de tendance. Et j'ai même été sollicitée par un start-upper. On était dans le même collectif collectif de pas que d'indépendants. D'ailleurs, il y avait pas mal de gens autour d'un podcast. On était au comité éditorial du même podcast en bénévole.
mais qui pour moi m'apportait aussi en termes de marque personnelle d'être associée à ce podcast, et puis m'apportait intrinsèquement, parce que c'est un projet que je soutiens depuis 5 ans et que j'adore. Et cet entrepreneur m'a proposé d'être son administratrice indépendante parce qu'il m'a découvert à travers cette action-là. Donc aujourd'hui, j'ai ces 4 activités qui sont complémentaires, qui s'appuient toutes sur la même expertise de base, qui s'appuient toutes sur les mêmes leviers en fait de personal branding et de communication que j'ai développés. Alors, pour vous donner quelques chiffres clés, on va parler un petit peu médias. Donc, il y a 3 types de médias en fait. Il y a les médias que vous achetez, donc le paid media, c'est de la pub, c'est des posts sponsorisés, c'est évidemment la pub à la télé, mais ça peut être aussi du Google, du SEA, etc. Moi, j'en fais pas. Et aujourd'hui, le personal branding, ça ne rentre pas là-dedans. Le personal branding, vous allez pouvoir l'activer sur 2 types de médias qui sont vos médias propriétaires, les own media. Donc, c'est vos réseaux sociaux, vos blogs. Et puis, ce qu'on appelle le earned media. Et là où on sait que la marque personnelle est allée a vraiment réussi à vous mettre sur le devant de la scène en tant qu'expert, c'est quand des médias qui ne sont pas les vôtres vont vous solliciter pour intervenir. Comme aujourd'hui, par exemple, où j'ai été invitée par Bigger, mais ça peut être aussi une demande d'interview pour un podcast, une intervention à un JT, puisque là, dans 6 minutes, normalement, je passe au JT de 13h sur TF1 aujourd'hui. C'est bien tombé. Mais les own media, c'est évidemment vos réseaux sociaux, vos articles de blog, et puis, comme je le disais aussi, les newsletters. Donc ça, c'est important. Pour vous donner donc quelques chiffres, moi, j'ai eu plus de 40 interventions médias et je répondrai à la question de Michel que je viens de voir dans le cadre de ma présentation sur la fréquence à laquelle on devrait mettre en avant son offre, parce qu'évidemment, il faut le faire de temps en temps, on est d'accord. Donc les conseils pratiques, c'est d'abord un des points qui me semble le plus important, et quand je parlais de rester cohérent et de rester aligné avec soi-même, c'est de connaître ses forces. Aujourd'hui, la grande mode, c'est la vidéo. Je ne suis pas du tout douée pour la vidéo à la base. Moi, mon médium de prédilection, c'est l'écrit. Donc moi, j'ai commencé par l'écrit. J'ai commencé par rédiger des posts sur LinkedIn, par rédiger des articles de blog et par créer une newsletter. Ma newsletter, c'est aussi m'appuyer sur une force parce qu'elle est de curation, parce que ma veille, c'est une veille assez pointue, c'est une veille qui me permet d'exercer mon métier de la façon la plus optimale possible, avec le plus de preuves en fait que je suis vraiment au cœur des tendances et au fait de toutes les tendances actuelles pour pouvoir le mieux possible conseiller les dirigeants que j'accompagne. Donc, c'est vraiment connaître ses forces pour créer, en fait, le personal branding qui vous ressemble et sans se faire mal. On n'est pas obligé de se faire mal, même s'il va falloir à un moment donné étendre sa zone de confort. Et moi, je me mets à faire de plus en plus de vidéos. Mais comme je pars d'un socle qui est un socle que je maîtrise et sur lequel j'ai déjà construit des choses, ça me permet d'aller tester au sein d'une communauté déjà créée et plutôt bienveillante à mon égard. Je réponds. Alors, les ressources que j'utilise pour ma veille pointue, je suis abonnée à plus de 200 newsletters. Donc, et puis après, la majorité de mes clients et de ma communauté, en fait, s'abonnent à ma veille, où je garde le meilleur. Mais il faut vraiment trouver les sources qui correspondent à votre secteur, en fait. Et il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises ressources sur la veille, à mon sens. Définir ses sujets de prédilection, donc ça rejoint ce que j'ai dit. Moi, je sais qu'un de mes axes de différenciation par rapport à mes confrères et consoeurs qui accompagnent des dirigeants business advisor, c'est vraiment cette veille qui est importante. C'est le fait d'être sur énormément de secteurs différents, d'être très curieuse intellectuellement. Donc, ça m'a permis de développer un produit, en fait, un produit de marque personnelle, qui est ma newsletter Le Comment du Pourquoi, autour de ce sujet-là, pour faire la démonstration de toutes les tendances que je suis et à quelle vitesse je les suis. Il y a évidemment depuis 6 mois une rubrique sur l'IA, bien sûr, et c'est ce qui m'a permis, par exemple, d'être sollicitée pour être conférencière sur les tendances. Écrire avant d'être lu, c'est écrire sans attendre d'être lu, en fait. Je ne regarde pas les vanity metrics. Il y a plein de gens qui vont vous dire regardez ce qui plaît et là où vous avez le plus de vues, c'est là qu'il va falloir que vous appuyez sur ce sujet ou quoi. Moi, je le fais pas parce que je me fiche d'être lu par le plus grand nombre, en fait. Il faut pas confondre le volume
de lectorat et d'audience et la qualité. Alors, quand je dis qualité, c'est pas une qualité en jugement de valeur, c'est que font les gens qui vous lisent. Ceux qui vous parlent de faire 100 000 vues, etc., ils vendent beaucoup aux solopreneurs, aux freelances, aux salariés qui veulent devenir freelance parce que tout le monde cherche la moindre information gratuite. Moi, ce que je regarde, c'est pas tellement est-ce que j'ai fait 100 000 vues par post. D'ailleurs, ça ne m'est jamais arrivé. En revanche, je vais regarder les orientations des commentaires, je vais regarder si j'ai des messages privés, je vais regarder si j'ai des interactions, des engagements de ma cible, qui sont des dirigeants, puisque moi, je ne peux pas identifier en amont à quel moment un dirigeant va avoir besoin de mes services, surtout qu'il le dit rarement, de façon verbale, et je ne me vois pas aller taper à la porte de dirigeants en disant « Au fait, tu n'as pas un problème de clarté en ce moment ?» Ce serait un peu comme si vous aviez un coach sportif qui vous écrit sans que vous l'ayez sollicité en vous disant « Tu ne veux pas perdre du poids en ce moment ?» J'aurais envie de me regarder dans le miroir et de me dire « Mince, qu'est-ce qui se passe ? J'ai grossi ces derniers temps. » Enfin, voilà, ça ne se fait pas. Donc, ne cherchez pas les vanity metrics, ne cherchez pas à vous comparer. C'est la meilleure façon de déprimer et d'arrêter. Et Charlie l'a dit, et je suis à 2000% d'accord, la régularité, c'est hyper important. Alors, nouer des relations... Oui, tu voulais dire quelque chose, Charlie ? Non, mais je voulais effectivement insister là-dessus, tu as raison. Et d'ailleurs, souvent, ce qu'on voit, c'est que soit il y a un effet volume parce que c'est un sujet qui les gens sont intéressés, donc soit il y a un très bon niveau d'engagement, mais il y a rarement, voire jamais les deux. Et donc, en fait, effectivement, ce qu'on vise quand on est freelance, si on sait bien clarifier ses objectifs au début de sa stratégie, ça va être effectivement de nouer des contacts dans une optique de, pourquoi pas, générer du business ou autre, ou d'être invité à voilà, un événement ou enfin bref, avoir selon les objectifs qu'on s'est fixés. Mais en fait, du coup, c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est pas le nombre de cœurs que vous avez sur votre dernière publication. Et tu as raison, c'est évidemment un piège parce que si on ne fait pas consciemment cet exercice de se dire je m'en moque, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que finalement, les bonnes personnes aient lu et aient été touchées par ce que j'ai écrit, dans le cadre de écrit, ou en tout cas touchées par ce que j'ai pu dire, bah, c'est ça qui compte vraiment et c'est ça qui va générer des opportunités en plus derrière. Absolument. Et donc, c'est le bon moment pour répondre à la question de Michel sur la fréquence à laquelle on présente son offre, en fait. Parce que c'est vraiment... Ça va dépendre. Alors moi, je dis aux dirigeants que j'accompagne, ça peut m'arriver de les accompagner sur une démarche de faire monter ce qu'on appelle le thought leadership, donc la façon dont ils sont perçus en tant qu'experts de leur domaine, de façon à pouvoir prêcher la bonne parole et par ricochet, évidemment, augmenter la notoriété de leur business, voire le business qu'ils vont générer. C'est de jamais dépasser les 20%. Donc, jamais dépasser plus d'un post sur 5 sur la présentation de l'offre. Et là, je parle de l'offre vraiment monnaie sonnante et trébuchante. Moi, je crois que j'en parle. Moi, je fais 6 posts LinkedIn sur 7 jours. Je publie du lundi au samedi, tous les jours, avec un calendrier éditorial sur une ligne éditoriale et des sujets, des thématiques qui intéressent ma cible. J'ai le post du samedi qui fait la promotion de ma newsletter. Donc, ça, c'est 1 sur 6 qui fait la promotion de la newsletter, mais qui est un produit gratuit, la newsletter, mais qui me sert à sortir de LinkedIn, parce que ce qui est important quand on a parlé des earned media, c'est que des owned media, les réseaux propriétaires, enfin les médias propriétaires, en fait, LinkedIn, c'est pas complètement à moi. C'est-à-dire que si demain LinkedIn décide de me bannir pour une raison X ou Y, je ne suis pas propriétaire de mon profil, en fait, c'est LinkedIn qui en est propriétaire. Donc j'essaye de ramener un maximum de mes contacts sur ma newsletter, parce que là, je suis vraiment dans une relation où je sais qui va recevoir ma newsletter, alors que quand je publie sur LinkedIn, je ne sais pas à qui LinkedIn va décider de présenter mon post. Donc, 1 sur 6. Et tu augmentes, évidemment. Évidemment, on augmente l'engagement. Dans ce cas-là, on crée une relation de plus forte proximité. Donc 1 sur 6 sur la newsletter. Et je parle de mes offres sparring partners peut-être une fois par mois, où j'explicite quelque chose. Sachant que j'ai évidemment, j'ai comme beaucoup de monde une signature en pied de poste qui, quand j'ai pas d'autres liens dans le poste, met un lien pour prendre rendez-vous avec moi. Je crois que j'ai jamais eu de rendez-vous directement pris par LinkedIn. En revanche, depuis ma newsletter ou depuis d'autres sujets, LinkedIn, c'est plus pour faire la démonstration de l'expertise, pour que quand les gens entendent parler de moi, ils arrivent sur un profil évidemment propre, mais surtout avec des sujets, d'activités qui peuvent les intéresser. Mais en revanche, sur LinkedIn, je noue beaucoup de relations. Pour finaliser donc sur le 4e des 6 conseils,
Heu, donc je noue beaucoup de relations, parce que je n'accepte pas alors ça peut paraître complètement contradictoire, mais ou contre-intuitif, mais je n'accepte pas les demandes de connexion de gens que je ne connais pas sans avoir engagé une conversation. Il y a plein de gens qui vous disent, «Envoie sans mettre de mots, c'est là que tu auras le plus grand taux d'acceptation». C'est très probablement vrai, je ne sais pas, moi je le fais pas comme ça. Mais en revanche, moi je n'accepte jamais alors je refuse pas non plus, hein, je rentre en conversation. Si je ne connais pas la personne, donc si je l'ai pas déjà croisée, si on sort pas d'un événement où on s'est croisés, si on n'a pas engagé en commentaire, soit sous un de ses posts, soit sous un des miens, soit même sous un post tiers, hein, parce que on peut aussi engager la conversation sur LinkedIn sans poster soi-même. Dans la moitié des cas, j'ai pas de réponse en fait. Et si j'ai pas de réponse, je n'accepte pas parce que si j'ai pas de réponse, ça veut dire que c'est un bot. Et si ça m'intéresse pas d'entrer ensuite dans une séquence automatisée par les outils que tout le monde connaît, qui marche peut-être, mais bon, c'est pas parce qu'on a fait 2 ventes, si on a envoyé 100 000 messages, je pense que l'image peut aussi être endommagée par ce genre d'outils, donc il faut les manier avec modération, beaucoup. Alors quand je dis démarcher sans avoir peur, c'est parce que c'est pas parce qu'on est dans une démarche où on donne, parce que Charlie l'a dit, hein, il faut vraiment donner, il faut démontrer son expertise tout le temps sur tous les canaux, mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas démarcher. Moi, je vais beaucoup rebondir sur des conversations, donc sur LinkedIn, sur des gens qui répondent à ma newsletter. Et alors, pour moi, le meilleur moyen de démarcher, ça reste le réseau et les événements réseau, ou d'utiliser mon réseau pour qu'il me présente des gens. Je le disais, moi, je ne peux pas aller taper à la porte d'un dirigeant ou l'appeler en prospection froide et lui demander s'il a besoin de mes services. En revanche, les gens qui me connaissent, les gens avec qui j'ai noué des relations, je peux leur dire, tiens, en ce moment, j'ai moins de business qui rentre. Sache que j'ai de la place. Si tu connais un dirigeant qui a telle ou telle problématique, parle-lui de moi. J'ai fait ça récemment, puisque j'ai arrêté une grosse mission fin juin. Donc, je me suis retrouvée, je pensais qu'elle allait se prolonger pour plein de raisons diverses et variées. Elle ne s'est pas prolongée. Donc, septembre est arrivé. J'ai été un peu prise au dépourvu. Et à partir du 20 août, j'ai envoyé des messages à mon réseau proche. Non pas pour lui demander de me faire bosser, parce que eux, je sais qu'ils n'ont pas besoin de moi, mais pour lui dire, voilà, je suis dispo. Si tu entends parler de choses qui peuvent me correspondre, n'hésite pas à parler de moi. Et ça, il faut le faire régulièrement parce que, surtout si vous êtes très visible, ce qui est mon cas, par votre réseau proche, ils peuvent se dire tout va bien. Vous n'allez pas faire un post LinkedIn pour dire j'ai besoin de taffer, quoi. Donc il faut le faire en dark social, en messagerie privée. Et voilà, donc j'ai eu 5-6 recommandations. J'ai déjà signé 3 missions sur les 6. Enfin, voilà, il ne faut pas hésiter à demander. Et c'est parce que vous avez noué des relations sérieuses et honnêtes et transparentes et sincères que quand vous sollicitez les gens, ils vont vous répondre positivement s'ils peuvent, quoi. Et donc, il faut oser aller leur demander. Et moi, je pense qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup enfermés dans nos propres croyances limitantes. Oui, je pense que c'est aussi un sujet de culture, hein. On le voit par exemple avec nos amis américains, eux osent beaucoup plus que nous sur cette partie mise en relation, ce genre de choses. C'est vrai que pour nous, c'est plus compliqué. Ouais. Alors après, c'est du donnant-donnant aussi, hein. Tu Bien sûr. disais, Charlie, les gens adorent rendre service, c'est clair. Enfin, moi, je le vois à chaque fois que je demande. Et j'essaye aussi, tant que possible, moi, quand on me sollicite, de rendre service. Moi, une des choses qui fait partie de la marque personnelle, c'est aussi la façon dont vous interagissez et dont vous créez cette communauté. Alors, il ne faut pas confondre audience et communauté, hein. Une audience, c'est des gens qui vous écoutent, mais qui ne se parlent pas entre eux. Une communauté, vous créez aussi des liens entre eux. Mm. Et c'est quand vous commencez à animer votre audience de façon à la rendre communautaire, c'est-à-dire à présenter les gens les uns avec les autres, à attirer l'attention sur quelqu'un sous vos propres posts. Et là, vous commencez à vraiment créer de la valeur 1 + 1 = 3. Et forcément, vous êtes en train de donner encore plus et donc les gens auront envie de vous rendre. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon expérience personnelle. Super. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions illustrées et ces anecdotes. Tu voulais partager, enfin, je sais que quand on a préparé, tu avais aussi quelques anecdotes. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux partager? Ouais, alors moi je peux vous raconter quelques anecdotes pendant que vous pensez à vos questions. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions. Donc, première anecdote, comment je suis devenue conférencière. Parce que j'avais pas du tout prévu de vendre mon expertise en conférence. Et je suis devenue conférencière parce que
enfin, je rencontre lors d'un événement dans lequel je suis bénévole dans le comité. Je suis beaucoup bénévole en fait, dans plein de choses. Dès que le sujet m'intéresse et que je peux filer un coup de main, je suis bénévole. Euh, et donc j'étais bénévole sur un événement qui est une bande marketing France. Un des gros sponsors de une bande marketing France, c'est la Poste Business Solutions. Et la Post Business Solutions, donc je les rencontre sur l'événement et ça se passe bien, ils s'inscrivent à ma newsletter, voilà, enfin, il se passe rien pendant un an, il se passe rien, je fais même pas attention à s'ils lisent ou pas ma newsletter parce qu'en plus, pour moi, c'est un grand compte et je travaille pas avec les grands comptes en tant qu'indépendant, donc je vois pas forcément le potentiel. Et, et puis un an plus tard, je les recroise sur un salon parce qu'on a j'ai pas assez parlé de l'importance du offline, hein, mais c'est très très important le offline quand même aussi. Et sur ce salon, ils me disent ah mais tiens, c'est marrant, on parlait de toi hier. Je me disais qu'avec ta newsletter, est-ce que tu pourrais peut-être faire une conférence de tendance? J'allais t'écrire, est-ce que t'en fais? Et puis quand je parle d'oser, j'ai dit oui alors que j'en avais jamais fait parce que c'est pas très très compliqué non plus. Et voilà, de construire une conférence sur la base de toute la veille que je digère déjà chaque semaine dans ma newsletter. Donc donc je fais un petit tour des directions régionales de la Poste. Donc j'ai commencé avec Lyon, j'ai fait Nice, je serai à Nantes en novembre et on est en train de discuter d'autres villes également. Je rebondis sur la question d'Ouda qui nous demande la question sur les outils pour mettre en place une strate de veille. Alors, les outils, moi, j'ai fait carrément un template Notion et j'ai fait une mini-série dans un podcast sur le sujet. Les outils que je peux recommander, c'est d'abord Stoopinbox pour s'abonner, pour avoir toutes les newsletters au même endroit. Si vous êtes sur des abonnements payants, je recommande de faire un transfert de votre adresse sur l'adresse Stoopinbox de façon à ne pas être distrait par les newsletters dans votre mail habituel. Je recommande d'avoir l'extension Save to Notion et d'avoir donc un template Notion dans lequel vous allez la ranger, cette veille. Pourquoi Save to Notion et pas l'extension native? Parce que Save to Notion va vous permettre de pré-taguer en fait à quoi vous allez utiliser la veille, parce que le grand souci de la veille, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui enregistrent plein de liens mais qui ne les exploitent jamais. Et il n'y a rien de pire qu'une veille qui dort. Et donc, derrière, c'est vraiment d'avoir un outil qui vous permet d'exploiter cette veille. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce template Notion. Et si vous farfouillez sur mon profil, vous le trouverez. Top. Merci pour ces conseils complémentaires. C'est vraiment super et pour le coup, hyper actionnable. Alors moi, j'ai entendu plein de choses. Ce que je comprends et je pense qu'on peut peut-être aussi conclure là-dessus. Alors évidemment, n'hésitez pas si vous avez des questions. On est un peu en avance sur le temps, donc on a encore le temps de répondre à vos questions. Mais un des objectifs du personal branding, c'est de faire venir au lieu d'aller chercher, donc de changer finalement un peu le barycentre de la relation et de réussir à construire cette audience, voire cette communauté, comme tu le disais très bien, puisque la communauté avec des éléments qui communiquent entre eux, c'est encore plus fort et c'est super parce que ça permet de recréer de la valeur. Donc c'est ce que je retiens un petit peu de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Peut-être un complément aussi, comme il nous reste un peu de temps, sur les médias, parce que tu en as parlé un petit peu. Oui, alors c'est vrai que je suis... alors ça, je peux vous donner un tip. Si vous êtes une femme, je suis désolée pour les hommes qui nous regardent. Il y a un site qui s'appelle... Moi, j'ai commencé sur TF1. Alors, je peux raconter l'anecdote aussi, puisqu'on a un petit peu de temps. Moi, j'ai eu la chance de... Donc, moi, je suis référencée sur ce site qui s'appelle lesexperts.fr, qui est un site qui a été créé par des femmes qui voulaient qu'on voit plus de femmes dans les médias qui sont appelées par les journalistes en tant qu'experts sur différents sujets. Donc, ça, il y a des universitaires... il y a des professionnels comme moi, il y a des gens aussi, des collectivités, et autres hauts fonctionnaires, femmes aussi, pour pouvoir intervenir, parce que les médias ont tendance à quand même un peu appeler toujours les mêmes et beaucoup d'hommes, évidemment. Donc ce site, c'est un annuaire sur lequel vous pouvez vous inscrire gratuitement, mesdames. Et j'ai été référencée sur le site depuis 2 ans, il ne se passait pas grand-chose. Et j'ai eu la chance d'être appelée un week-end du 15 août où la stagiaire que j'ai eue au téléphone de TF1 m'a dit que j'étais la 6e qu'elle appelait et la première qui décrochait. Donc, j'ai juste eu la chance de décrocher au bon moment. Et donc, j'ai fait cette interview. Ça s'est bien passé. Les journalistes, et j'adore les journalistes, mais ils ont des métiers de dingue où ça va super vite. Et donc, ils veulent aller au plus pressé. Comme vous, quand vous avez besoin de quelqu'un, vous allez demander à votre pote...
tu connais pas un bon graphiste, ben, les journalistes, ils vont demander à un autre journaliste, tu connais pas une experte sur ce sujet-là. Et donc, maintenant, j'ai la chance d'être appelée par tout le service conso éco de TF1, 13h ou 20h, parce que voilà, une fois que vous êtes référencé et une fois que ça se passe bien, donc ça veut dire se passer bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire parler comme l'audience de TF1 peut écouter, donc ça veut dire pas de jargon, ça veut dire faire des phrases courtes. Moi, j'ai appris, là, on dirait pas comme ça avec tout ce que j'ai dit sur ce webinaire, mais je vous assure que je sais aussi faire des phrases courtes quand je suis interviewée par les médias. Donc ça sert. Après, sur les médias, moi, j'ai payé pendant 6 mois, le premier semestre 2022, j'ai payé pendant 6 mois une agence RP pour placer mes tribunes. Donc, j'ai rédigé un certain nombre de tribunes. J'ai été publiée dans la version papier de stratégie. J'ai été publiée sur BioBoss, dans la tribune. Et en fait, voilà, ça m'a mis le pied à l'étrier, ce qui fait que ça m'a permis de comprendre un petit peu en échangeant avec cette RP experte pendant 6 mois, de commencer à rédiger des papiers. J'ai été publiée dans e-marketing, par exemple, qui m'avait commandé un papier sur ma vision sur qui veut être mon associé, qui a été un de leurs papiers les plus lus du mois de février-mars 2022. C'est qu'en fait, ça m'a permis vraiment, moi, d'avoir les 6 mois d'accompagnement d'un expert. D'abord, évidemment, ça a participé à mon personal branding déjà. Mais là, par exemple, je me suis remise à écrire et j'ai directement sollicité un journaliste et j'ai à nouveau été publiée dans la Tribune Bordeaux fin août. Donc, ça donne aussi des clés pour apprendre. Et il faut, ce que tu disais, Charlie, se faire accompagner, c'est extrêmement important. Donc, si vous avez, il y a des free RP qui font ça très bien. Moi, j'ai pris une petite agence, une micro-agence. Oui, je recommande la RP que j'ai utilisée, clairement. Ça m'a coûté 5 000 € pour le semestre, pour un semestre d'accompagnement. J'ai dû avoir 4-5 publications, sachant que le travail, il n'est pas que d'appeler les journalistes, il est d'abord de brainstormer avec moi sur les sujets, il est de relire également les tribunes que je faisais, donc c'est évidemment moi qui écrivais, c'est mon expertise, mais c'était important d'avoir le regard quand même d'une RP là-dessus. Alors, la formation Media Training, moi, j'ai eu des gros postes en salarié. Moi, j'ai été 20 ans salariée avant d'être freelance. J'ai été la directrice sponsoring d'Orange pendant la Coupe du Monde de rugby 2007, entre autres. Donc, j'ai un petit peu d'expertise en Media Training. Évidemment, j'ai déjà été média trainée par des journalistes, en filmé, etc. Donc, oui, j'ai été formée, en fait. Mais les expertes font des formations pour les femmes et organisent des formations très régulièrement pour celles d'entre vous qui ne sont pas encore formées. Et du coup, j'ai mis le lien, donc c'est parfait, ça fait une Merci beaucoup, Charlie. super transition. Alors moi, peut-être, je peux aussi apporter un peu de choses là sur cette partie média, parce que c'est de la même façon que toi, j'ai pu faire pas mal de choses de ce côté-là. Quand j'étais freelance, j'ai fait une ou deux, enfin voilà, j'ai eu une ou deux opportunités payantes. Moi, je le recommande pas forcément parce qu'en fait, vous allez être dans un catalogue, c'est pas très intéressant en réalité. Ça peut être intéressant éventuellement sur certains formats d'émissions de télé pour avoir une capsule vidéo de vous, si justement vous n'êtes pas très à l'aise à prendre vous-même la vidéo et que vous voulez une vidéo professionnelle pour présenter votre offre, pourquoi pas, mais ce serait vraiment le seul cas où je pourrais éventuellement me dire que c'est intéressant. Sinon, c'est exactement ce que tu as dit, Laura, c'est soyez à l'écoute, soyez réactifs, essayez de créer des opportunités avec des journalistes quand vous en croisez, que ce soit dans des événements, etc. Mais pas dans une logique d'interview, mais là aussi dans une logique de créer du lien, un lien réel avec les personnes et de comprendre quels sont les sujets sur lesquels ils ont des besoins, sur quoi ils sont positionnés, etc. Et après, c'est exactement, ça se passe toujours comme tu l'as dit, Laura. Nous, à chaque fois qu'on a des opportunités, on en a eu aussi dans le JT plusieurs fois sur TF1 France 2, c'est qu'ils appellent et dans l'heure qui suit, ils sont dans les locaux et ça passe une heure plus tard au JT, quoi. C'est à peu près comme ça que ça se passe à chaque fois. Il faut être ultra réactif. La réactivité est vraiment importante. Et un autre tips peut-être, c'est aussi de parler de sujets dont les autres ne veulent pas forcément parler. Nous, en tant qu'entreprise, par exemple, on a parlé un petit peu de notre politique de rémunération, des augmentations, et c'est des sujets sur lesquels ils avaient du mal à avoir des intervenants parce que c'est toujours des sujets un peu tabous en entreprise, voilà. Et donc, se positionner sur ces sujets-là, plus être très réactif, fait que, en fait, après, ils vous rappellent tout le temps. Et c'est ce que tu dis, Laura, c'est que le plus dur, c'est d'avoir les premières interviews, mais ensuite, il y a des journalistes qui nous
contactent-nous en tout cas en nous disant: «Vous avez pris la parole sur tel, sujet, on va faire un dossier là-dessus. Est-ce que ça vous dit de reprendre la parole à ce sujet-là?» Exactement. Moi, j'ai M6 qui m'a appelé pour le même sujet que celui sur lequel j'étais intervenue sur TF1 Voilà. la veille et qui m'a appelé. Donc, j'ai fait aussi M6 comme ça. Super. Et alors, sur les sujets, je rebondis sur ce que tu dis, sur les sujets sur lesquels personne ne parle. Moi, pour augmenter ma visibilité, il n'y a pas que les médias traditionnels, hein, il y a évidemment tous les nouveaux médias et je pense aux podcasts en Mmh. particulier. Et donc, j'ai pitché des idées. Pour le coup, sur les podcasts, j'ai pitché des idées et en particulier sur le pricing, parce qu'aujourd'hui, dans la stratégie business au sens large, il y a peu de gens qui parlent de pricing en France. Et donc, c'est comme ça que je suis passée sur Marketing Square de Caroline Mignot, sur SaaS Club de Eric Seclet, en pitchant un angle, un sujet qu'ils n'avaient pas encore couvert, sur lequel il y avait moins d'experts qui se présentaient. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et pour répondre à la question de Michel sur les plateformes de conférenciers, alors oui, je suis référencée sur les plateformes de conférenciers, je suis référencée sur 2, celle d'Éric Blot que tout le monde connaît, et puis une autre agence qui est l'agence qui a Julia de Funès, etc., dont il se trouve que par réseau physique, j'ai rencontré les patrons avec qui j'ai bien accroché. À date, mais ça veut rien dire, à date, j'ai pas encore eu de conférence bookée par les plateformes. Je pense que si t'es pas Virginie Delalande ou Julia de Funès, c'est très compliqué de se vendre à travers des plateformes. Il faut vraiment que les patrons des plateformes qui sont eux en lien avec le client connaissent ta valeur et savent ce que tu peux faire. En revanche, j'ai des demandes entrantes depuis que je le mets dans ma newsletter, que je fais des conférences, j'ai des demandes entrantes. Et là aussi, l'intérêt, c'est de pouvoir rediffuser potentiellement une partie de ces conférences et de faire savoir que vous avez fait des conférences et de donner l'idée, bah voilà, à vos prospects de vous contacter pour des conférences. Comme il nous reste encore juste quelques minutes, j'en profite aussi pour faire une réponse sur le média training à Michel. Moi, j'en ai fait un. Je sais que ça m'a beaucoup aidé. En fait, ça m'a surtout aidé à avoir la bonne posture vis-à-vis des journalistes et de comprendre que l'objectif, c'est pas forcément de répondre à la question du journaliste, que c'est vous qui menez l'interview et que c'est pas le journaliste. Et rien que pour ça, donc moi je l'ai fait aussi avec un ancien directeur de la rédaction de TF1, je crois. Eux vous mettent très à l'aise en me disant le journaliste c'est là pour poser des questions, mais en fait vous pouvez complètement, et d'ailleurs il y a des techniques pour s'éloigner des questions. Regardez des interviews politiques, ils le font très bien. Une fois qu'on connaît les ficelles, c'est assez facile. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est effectivement d'être dans la bonne posture, d'être très clair, de faire effectivement des phrases courtes, notamment quand c'est la télé, de s'adresser, de bien connaître l'audience à laquelle vous adressez pour ajuster votre discours. Et voilà, et après, c'est de se lancer. Là aussi, sur la partie plus télévisuelle, je pense qu'il faut faire des petits plateaux au départ qui ne sont pas forcément en direct, mais déjà s'immerger un peu dans un monde dans lequel on n'a pas forcément l'habitude d'être. Et puis au fur et à mesure de prendre en assurance pour être voilà, plus visible sur des plus grandes audiences et des plateaux en direct. Voilà, je pense que en fait, là aussi, il faut avoir une stratégie de y aller progressivement, petit pas par petit pas. Si ça n'apporte pas ses fruits tout de suite, il faut être patient. Encore une fois, faut le faire de façon régulière. C'est pas quelque chose duquel vous pouvez retirer immédiatement des bénéfices à chaque fois. L'objectif, c'est plutôt de vous positionner, encore une fois, en tant qu'expert de vos sujets et puis de pouvoir justement capitaliser sur ce positionnement-là. Parfait. Bah, écoute, merci en tout cas, beaucoup, Laura pour, ton témoignage et tout ce que tu nous as apporté. Merci Charlie, merci de l'invitation. Ta bonne humeur et puis voilà, on était ravis de partager ce moment-là avec toi. Merci à vous tous, pour vos questions et puis, voilà la réponse au webinaire. Alors justement, on avait au sondage, pardon, on avait un dernier sondage avec vous, qui est tout simple, c'est: est-ce que vous souhaitez être informé des prochains webinaires? Si c'est le cas, on vous enverra, du coup, nos prochaines invitations. Le prochain webinaire qu'on va faire, c'est sur les statuts. Alors lorsqu'on est freelance, c'est assez important de bien choisir son statut. Il y a beaucoup de possibilités en France, donc une grande liberté d'action, mais ça fait aussi un petit peu de complexité. Donc, on essaie de décrypter ça et on sera 3 intervenants pour en parler. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à répondre au webinaire, ce qui nous permettra de vous faire suivre les prochaines éditions du webinaire. On essaie d'en faire environ un par mois. Et puis, pour conclure, si vous souhaitez en savoir plus sur Bigger, suivre nos actualités ou justement connaître les prochains webinaires également, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter, nous suivre sur les réseaux sociaux.
ou nous envoyer un message à webinar@bigger.com. Donc n'hésitez pas pour nous donner des idées, pour nous faire des retours sur ce que vous avez pensé de ce webinaire. Et puis voilà, on essaie de construire aussi du contenu qui vous intéresse et qui est actionnable. Donc voilà, on attend vos retours. Vous pourriez proposer un sujet sur lequel vous pourriez être intervenant Hein, tout pour à monter votre marque personnelle. Bien vu, bien vu, bien vu. Ça s'appelle de l'action immédiate. Merci en tout cas à tous. Merci Laura. Et puis à très bientôt pour le prochain webinaire. Salut. À bientôt, merci.